avez un joli petit regard qui va évoquer beaucoup de choses pour vous. Le premier petit enfant, le tout premier, celui qui vous rend grand-parent pour la première fois, celui qui le premier vous appellera mamie, ou mamé, ou mamoun, ou papi, ou mamig. On a une mamig dans la salle. Celui que votre propre enfant vous met précieusement dans les bras. À ce moment-là, vous en êtes absolument persuadé, l'éternité est de ce monde. C'est sûr, vous l'avez dans les bras, l'éternité. Serrer fort contre nous nos petits-enfants, ça nous a beaucoup manqué pendant le Covid. Et les grands-parents qui, contrairement à ce que la presse a bien voulu nous faire croire, savent parfaitement utiliser leur téléphone et leur tablette. On n'a pas profité du Covid pour apprendre à utiliser nos téléphones. Les grands-parents ont su maintenir le lien familial en inventant 1000 façons de faire famille à distance via écran interposé. Donc, en parlant entre nous après à l'EGPE, on s'est dit que nous venions de vivre cette réalité au moment du Covid, mais qu'il y avait beaucoup de grands-parents qui la vivaient régulièrement quand leurs enfants vivent à l'étranger et que leurs petits-enfants grandissent loin de leur résidence. Et c'est comme ça que nous avons déposé une demande de colloque européen, Faire famille à distance, auprès de la ville de Paris et que le label Paris Europe nous a permis d'organiser ce colloque aujourd'hui. Un autre engagement financier à nos côtés, fidèle depuis de longues années, sans lequel nous n'aurions pas pu organiser ce colloque, c'est celui d'Europe Assistance. Et le GPE rend hommage à cet engagement et j'ai le plaisir d'inviter à me rejoindre le directeur des activités téléassistance et senior care, Charles Vivier. On est très fiers de vous accompagner parce que quelque part, nous, chez Europe Assistance, on porte très profondément dans notre cœur les valeurs d'assistance et de solidarité. Et c'est vrai qu'on se retrouve dans votre mission, dans votre engagement autour de cette solidarité qui se veut en plus intergénérationnelle. Vous êtes une génération pivot et votre importance dans la société est je pense, capitale. Et du coup, c'est vrai qu'en tant que représentant d'Europe Assistance, je suis tout à fait fier de pouvoir vous accompagner pour ce colloque et aussi sur une durée plus longue. On possède, nous, en démographie, c'est notamment le recensement de la population, qui est une structure d'appréhension de la famille qui est centralisée, qui focus notamment sur le ménage. Et donc sur une famille qui est donc la famille occidentale d'aujourd'hui, qui est cette famille nucléaire au sein d'un même ménage et qui serait définie par 2 parents et 2 enfants pour ce qui est du stéréotype de la famille française, entre guillemets. La famille à distance, en fait, pour la démographie, c'est la famille non cohabitante. Si on s'intéresse à la mobilité qui est liée à la mobilité internationale, qui est à la fois une mobilité qui est liée au travail, mais une mobilité qui est liée à la scolarisation. Mais la scolarisation, encore une fois, il faut relativiser, puisque sur l'ensemble des 250 millions d'étudiants dans le monde, il y en a uniquement 4 à 5 millions qui vont aller étudier dans un pays qui n'est pas leur pays de naissance. La France est un des pays où l'émigration des populations natives est parmi les plus faibles. Et c'est entre 2 et 3% de la population née en France qui va résider à l'étranger. Et cette proportion est donc parmi les plus faibles des pays de l'OCDE, avec des pays pour lesquels c'est beaucoup plus important, notamment l'Espagne, l'Allemagne qui a un très fort taux de mobilité, notamment vers les pays européens, pas forcément au-delà. Souvent, on dit pas d'écran avant 3 ans. Et donc là, on se dit, mais on est dans une contradiction. Comment peut-on dire
pas d'écran avant 3 ans et mettre notre enfant devant la tablette, l'ordinateur ou le téléphone en disant bah voilà, là on va communiquer. Eh bien parce que il y a écran, il y a écran. Et ce que l'on appelle écran, ça peut être aussi bien des écrans, on va dire interactifs, il se passe quelque chose, je suis en relation à travers l'écran, ou des écrans passifs de l'enfant. On est vraiment dans un écran interactif qui va nous aider même un peu plus à être en communication que le téléphone. Parce que les enfants, d'ailleurs, dans tout ce qu'ils font, ils ont une force de la présence du regard. Et cet écran va nous permettre aussi cette relation via le regard. On ne peut pas entrer en communication via les écrans s'il n'y a pas un adulte à côté de cet enfant-là. Voilà. Donc, quand on est dans l'écran, pour le petit, donc aucun danger à ce que le petit soit avec vous et en relation avec vous à travers les écrans. Mais en fin de compte, on va essayer de lui donner ce dont les petits ont besoin aussi, donc des stimulations orales, langagières, affectives, pas motrices. Et on va essayer de le faire avec des rituels. C'est-à-dire, ce n'est pas obligé que ce soit tous les jours, mais il faut que ce soit vraiment ritualisé. Il faut que ce soit attendu, ce moment de présence avec son tout petit. Il faut vraiment que, ben voilà, on sache. Là, c'est le jour et c'est transmis par le parent aussi. Oh, bientôt, dans quelques temps, demain, on verra papy par les écrans. Voilà, il y a quelque chose de ritualisé. Le monde habitait dans un cercle géographique beaucoup plus restreint, la mobilité n'était pas la norme. On avait donc une fréquentation régulière de toute la famille. On n'habitait pas loin, ce qui veut dire que les grands-parents étaient naturellement présents. Ils étaient naturellement présents, et je dirais qu'ils étaient naturellement présents, porteurs de valeurs, de continuité familiale, de sécurité, parce qu'ils représentaient la mémoire, l'histoire d'une continuité. Ils étaient présents, c'était naturel, géographique, naturel et donc culturel. En d'autres termes, lorsque vous êtes à côté d'un petit enfant qui aujourd'hui naît dans une modernité que vous essayez d'attraper, on a tenté ou on a cherché à se l'approprier, mais les petits-enfants naissent dedans. En d'autres termes, ils naissent parfois dans une modernité technologique qu'ils viennent nous apprendre. C'est eux qui nous l'expliquent. Alors c'est bien, ça crée du lien, bien sûr, mais c'est eux qui viennent nous l'expliquer. Ce lien qui montrait que nous étions la référence, il est inversé. Il y a une inversion du paradigme. Ce sont les petits qui expliquent aux plus anciens comment il faut faire. Bonne nouvelle. Il reste un point d'ancrage qui est en relation avec le monde et sur lequel nous pouvons apporter beaucoup. C'est la question de la langue. La langue est le moyen abstrait de conceptualiser le monde. J'ai la chance d'avoir des enfants et des petits-enfants qui ne sont plus tout à fait à côté de moi, mais qui sont partis ailleurs, qui sont dans une autre langue. Que leur arrive-t-il à ces petits-enfants ? Ils rencontrent cette langue-là, la langue dans laquelle ils sont, qui est donc la langue ce qu'on appelle véhiculaire, peut-être la langue aussi d'un des parents, mais cette langue véhiculaire présente le monde d'une certaine façon. Cet enfant-là, s'il a la chance de partager plusieurs langues et de revenir par exemple à celle que vous exploitez au quotidien, alors il va se frotter à 2 langues. Se frottant à 2 langues, il se frotte à 2 manières de représenter le monde. Ce petit enfant qui est ailleurs, laissez-le s'exprimer le mieux possible dans cet ailleurs, avec son environnement, pour que ça prenne du sens. Langue et culture associées. Par contre, lorsque vous êtes en échange avec les petits-enfants, alors vous devez être porteur et porteuse de la culture, de la langue que vous exploitez. Véhiculez avec vous ce qui vous représente, ce qui fait que vous apportez des valeurs complémentaires, une manière de représenter le monde qui est la vôtre à travers la langue française. Bref, transmettez-lui une langue française riche, pas appauvrie des concepts qu'elle porte. On arrive à des âges, quand on est grands-parents, où on a besoin d'être ressourcés dans la vie que nous portons, où on sent que ça y est, il y a des choses qu'on termine. Donc il y a des choses qu'on perd. Et ça crée du manque, ça crée du vide, ça crée des interrogations.
Et tout d'un coup, de voir ces petits-enfants qui nous apportent de la vie, qui sont que vie, qui nous apportent leur étonnement, leur rafraîchissement, eh bien, c'est hyper important. Et quand des enfants prennent de la distance pour des raisons ou de l'autre, ce qu'on le ressent à l'intérieur de nous, c'est vraiment un manque, un vide et un deuil à faire. Cela résume ce que l'on attend de nos petits-enfants, ce que représentent nos petits-enfants, c'est cette soif, c'est cette place au fond de notre cœur. Alors, ne l'étouffons pas, mais prenons-la au sérieux. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque à vous, à un, à lui, à moi? Est-ce que c'est les prendre dans les bras? Est-ce que c'est les voir jouer? Est-ce que c'est discuter, partager? Selon la réponse de chacun, utilisons ce que nous a été proposé ce matin, les cartes postales si on ne peut pas les avoir, les Internet, l'abonnement à des journaux, l'envoi de livres, l'envoi de cadeaux. Écoutons ce qui nous parle, ce dont nous avons envie, et essayons de voir comment nous pouvons le mettre en œuvre. C'est-à-dire, et c'est un mot qu'on a entendu ce matin, soyons créatives. Ne restons pas dans l'attitude de victime. J'ai envie de les voir. Ok, alors je vais faire un voyage là-bas. J'ai un rendez-vous sur Internet. Ok, d'accord, je vais le ritualiser, comme on a dit. Ou alors, je vais envoyer des cartes postales. Donnez-leur le goût de la vie. Faites des choses qui vous plaisent. Faites avec eux des choses que vous aimez. Nous sommes des passeurs de l'existentiel, du sens. Quel sens on a donné à notre vie? Quel sens on a donné à l'amour, à notre couple, à notre vie affective? Quel sens on a donné au fait d'être un homme ou une femme? Et nous, on va pouvoir être juste, leur dire des miroirs pour leur dire mais voilà, ce que tu es, c'est génial. Ce que tu es, c'est bien. Ou c'est pas tout à fait génial. Si tu faisais un peu attention à ça, ce serait mieux. Vous voyez, on est des miroirs où on va pouvoir leur refléter ce qu'ils sont, mais dans l'avenir, dans la perspective de l'avenir, de leur avenir, évidemment. Donc, c'est quand même très, très important de faire au moins de temps en temps, ces rencontres en présentiel. C'est indispensable. Que par écran, même aujourd'hui avec l'écran, c'est pas la même chose. Mes réflexions, elles sont plutôt dans une relation qui s'établit, qui veut s'établir, qui cherche à s'établir et à demeurer au-delà de la relation très affective qu'on a peut-être dans la petite enfance, comment on passe à autre chose. Il a fallu vraiment, entre les Eurostars qui étaient arrêtés, les passeports qui ne passaient plus, qui passaient, pas le reste, ça a été quand même assez folklorique. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est pas évident, mais je me consolais en me disant ça n'aurait été encore moins évident si on n'avait pas eu les petites images. Voilà. Primordial de garder ce lien avec mon pays, ce lien avec mes origines, ses origines, et aussi souvent que nous pouvons, avec les moyens que nous avons aujourd'hui, de garder le lien avec ses grands-parents qu'il voit 1, 2, peut-être 3 fois à l'année. Pourquoi ça marche? En tant que parents, je pense que pour nous, ça marche très bien. En fait, de garder le lien, parce que les grands-parents ont eu l'expérience de faire la même chose déjà quand eux, ils étaient parents, et ils ont envie de le faire, et ils ne font pas du tout de reproches. Pourquoi? Et à noter qu'ils apprendront aussi à l'école le latin, l'allemand et le russe. Le problème principal pour tous ces parents-là, en fait, c'est de trouver une langue que les enfants ne comprennent pas.